Bonsoir. Un nouvel organigramme au RHDP depuis le 28 février 2022. Que doit-on retenir de cette réorganisation du parti au pouvoir? Eh bien, on en débat tout à l'heure. Et ce soir, il sera question de la politique de l'urbanisation dans notre pays. Eh bien, l'invité du talk est M. Touré Ahmed Bois. Oui, il est PDG de Sophia SA. Eh bien, analyse pertinente et débat constructif. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, c'est dans notre live talk. Bienvenue. Oyez, on s'installe avec beaucoup de plaisir tous les soirs pour vous proposer le meilleur sur Live TV. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent dans le talk, si vous êtes là depuis le début. Merci de choisir les programmes de Live TV. Ce soir, un autre talk avec comme chroniqueur Monsieur André Bois. Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Brice, bonsoir à vous tous. Monsieur Alain Toussaint avec nous, bonsoir Alain. Bonsoir Brice, bonsoir à tous. Vous êtes côte à côte ce soir? Oui, bien sûr. Face à moi. Ouais, face à Madame Bleu. Bonsoir, comment allez-vous Madame Bleu? Très bien, très bien. Et je voudrais aussi profiter de votre lucarne pour saluer déjà deux fidèles téléspectateurs. Ah ouais. Donc Monsieur Seri, que j'ai rencontré dernièrement, qui vous suit, qui nous suit régulièrement. Et son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Allemagne, Monsieur Philippe Bongou, qui est également un fidèle téléspectateur et qui a aujourd'hui pu permettre l'extraction des Ivoiriens, en tout cas de la cinquantaine d'Ivoiriens qui étaient bloqués, la première vague qui était bloquée au niveau de la frontière avec l'Ukraine et la Pologne. Très bien, vous faites des dédicaces. Exactement. Très bien, c'est à Monsieur Seri, il vous a juste dit Monsieur Seri. Monsieur Seri qui est chauffeur Yango. C'est bien, je l'ai bien cherché moi, je l'ai bien cherché. Tu voulais des précisions? On ira ensemble au service commercial, vous connaissez cette expression. Voilà. Bien sûr. Moi, je tenais juste à préciser que lorsque j'ai dit bonsoir Madame Bleu, ça n'a absolument rien à voir avec les couleurs. Eh bien, c'est le nom de son époux. Voilà. Il s'appelle Monsieur Bleu. Merci pour la précision. Voilà, il faut vraiment que je précise ça. Parce que j'ai dit, mais chaque fois tu parles de la couleur de la dame, mais non, ce n'est pas sa couleur, c'est son nom. C'est mon nom. Voilà, c'est Madame Bleu. Bien sûr. Ceci dit, on va tout de suite à notre petit débat. On en parle, c'est le nouvel organigramme du RHDP, bien connu depuis le 28 février 2022. À quoi répond la restructuration donc, de ce parti? On en a un tout petit peu parlé hier avec le ministre Roger Adom, mais ce soir, un peu plus en détail, en tout cas, notre regard sur cette restructuration, c'est dans notre petit débat. Alors, donc, la première question qu'on s'était posée, c'était pourquoi une restructuration? On est parti au pouvoir, quelqu'un aurait dit ça marche plutôt bien, mais on décide à un moment donné de faire une restructuration. Edith. On décide de faire une restructuration parce que, d'une part, on voit l'univers, l'environnement socio-politique, en tout cas politique, en Côte d'Ivoire se réorganiser avec le retour du président Laurent Gbagbo qui vient et qui crée un nouveau parti, le PPACI. On voit également d'autres formations politiques qui se mettent en ordre de bataille pour les prochaines joutes électorales, donc avec une certaine redynamisation de leur base, et également au sein de leurs différents bureaux exécutifs. Et forcément, je pense que le parti au pouvoir a compris qu'il est important de pouvoir se préparer, de pouvoir secouer un peu le cocotier, nettoyer un peu la case et donner un certain dynamisme, redynamiser sur son bureau. Très bien. Alors, j'ai dit tout à l'heure, j'ai pensé à la VAR, j'ai dit tout à l'heure, on est parti au pouvoir. C'est demain, si on pense, ils sont le parti au pouvoir. Oui, ils sont le parti au pouvoir, effectivement. Je le dis juste pour rigoler. André et Alain, on parle de directoire, finalement, d'un directoire qui est dirigé donc par M. Kafana, un secrétariat exécutif, un organigramme type pour le RHDP. Un organigramme type, mais enfin le directoire existait, enfin c'était juste une sorte de remise à niveau de ces différentes, j'allais dire, structures du parti, parce que ça existait. Et avec tout ce qui est arrivé, les premiers ministres qui nous ont malheureusement quittés, c'était resté un peu le parti, le RHDP, je pense, était resté un peu sclérosé, il n'y avait pas comme elle a dit, de dynamisme dans le parti. Et donc, je pense que l'idée, c'était de remettre tout ça un peu à plat. Et puis, une fois qu'elle a posé le contexte, qui était un contexte un peu national, avec d'autres partis qui ont
qui ont essayé de se redonner un peu un second souffle ou un nouveau souffle. Hein. Et là, il fallait aussi prendre en compte un contexte interne qui, pour moi, va concerner quand même la succession aussi. C'est-à-dire qu'en ce moment, il est bon de canaliser un peu les troupes dans l'optique justement d'une succession d'Alassane Ouattara. Donc le fait de rebattre ces cartes-là, ça peut permettre non seulement de canaliser. Donc là, je ne suis pas convaincu que Kafana est placé parmi ceux qui vont succéder à Ouattara. Donc le fait de mettre quelqu'un comme lui au niveau directoire, ça va éviter tout de suite qu'on soit dans cette course à la succession. On met quelqu'un qui est plutôt censé faire parler les différentes parties de cette course. Donc je pense que là, c'est en tout cas, il y a beaucoup d'enjeux aussi internes dans cette restructuration. Alain, on a parlé tout à l'heure, je parlais d'organigramme type, parce que les indiscrétions parlent d'une autre entité, d'une autre structure qui viendrait donc accompagner ou chapeauter ce directoire, une forme de présidium, on a entendu. Oui, effectivement, on a entendu parler d'un présidium qui serait composé du Premier ministre. Parce qu'on s'était posé la question de sa Patrick non-présence dans... Exactement, ainsi que d'autres personnalités, notamment des présidents d'institutions. Mais on l'a relevé hier en recevant le ministre Adom. C'est un organigramme, mais je crois un peu partiel, parce qu'effectivement, on a des postes fonctionnels, notamment les personnes chargées de l'animation de la vie du parti, des relations avec les militants, etc. Je précise qu'il n'était pas d'accord avec ça. Non, mais pourtant, c'est la réalité. Voilà, le secrétariat exécutif, ensuite les secrétaires exécutifs adjoints sont en charge de l'animation du parti, de l'organisation du parti. À côté de cela, il manque une structure qui est importante, qui est un pôle essentiel dans un parti politique, ce sont les pôles thématiques. C'est-à-dire ceux qui phosphorent, ceux qui réfléchissent, ceux qui font de la prospective pour nourrir le projet du président et du gouvernement. Et nous sommes dans une période préélectorale et il va sans dire que ce pôle-là sera nécessaire parce qu'il est très intéressant effectivement d'avoir des femmes et des hommes qui sont les responsables du RHDP, mais pour quelle idéologie, pour quel projet, pour quelle idée. Et donc il faudra forcément qu'on sache ceux qui portent ces idées dans la suite. André, là, moi je ne suis pas d'accord avec Alain, pas d'accord dans le principe lui-même. Mais pas d'accord dans le sens où je ne suis pas convaincu que le RHGP pense comme il le fait. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'un organigramme type. Non, c'est l'organigramme type selon Alain Toussaint. Non, c'est une organisation type des partis, mais il me semble que, d'après ce que j'ai pu observer quand même sur le fonctionnement du RHGP et du RDR, je pense que c'est à l'approche des élections qu'ils montent une équipe pour réfléchir. Qui réfléchir justement soit au projet ou, comme on dit, au programme de gouvernement. Donc je pense que c'est à ce moment-là que eux, dans leur méthodologie, ils sollicitent justement ce genre de spécialistes. Mais ils ont tort de le faire. Oui, bien sûr, je suis d'accord. Oui. Mais c'est pour ça que nous, on se Eux pensent que si, eux pensent qu'ils ont raison. Non, mais oui, on est d'accord, ils pensent qu'ils ont raison, mais nous, en tant qu'analystes, on pense que c'est l'une de leurs faiblesses. Que la preuve, si aujourd'hui, on a besoin de quelqu'un de leur parti pour réagir sur la vie chère ou l'économie, c'est qui on appelle? C'est le secrétaire à la jeunesse, ou bien c'est le secrétaire aux femmes, ou un ministre, pas forcément. Parce que là, je peux donner dans la liste de leurs choses, il y a un secrétaire national chargé de la carte du militant. Excusez-moi, ce n'est pas lui que je vais appeler pour parler d'économie et de vie chère. Enfin, c'est ça qu'on veut dire. Donc, l'idée d'Alain est une idée intéressante, mais je ne pense pas que ça corresponde à ce que fait aujourd'hui le RHGP. Alors justement, on a parlé de l'organigramme. Là, on parle un peu des hommes qui est à l'intérieur de cet organigramme-là. On a parlé de M. Bictogo, on a parlé de M. Kafana. Le choix des hommes, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Je pense que déjà, le choix le plus visible, oui, bien sûr, mais je pense que celui qui nous intéresse surtout ce soir, c'est M. Gilbert Koné Kafana. Pas qu'on avait l'habitude de le voir ou de l'entendre sur la scène politique, on le sait, assez, je pense, réservé, assez discret. C'est le maire de la commune de Yopougon depuis 2012. Voilà, et on le connaît en tout cas pour cette discrétion, mais quand même derrière, en back-office, dans les coulisses, il est quand même celui qui a été l'un des plus fidèles au président Alassane Ouattara depuis les débuts du RDR. Il a même été il a été un martyr aussi en 2000, donc lorsqu'il y a eu une marche contre la candidature du président. Lorsque ça a été rejeté. Et je pense qu'il y a beaucoup de redevabilité également, mais surtout de reconnaissance. De reconnaissance également, et surtout, il est celui
pour ce qu'on a comme information, qui s'est vraiment, dès le départ, mobilisé pour créer une sorte de base pour le RDR et ensuite le RHDP. Donc, je pense que pour le côté mobilisation, on parlait de ça hier, mobilisation et la déconnexion avec la base qui a été reprochée par certains partisans du parti au pouvoir, il va certainement être cet élément-là fédérateur qui va peut-être reconnecter la base à la direction, au directeur. André, Alain, quelle image vous avez? Non, ça, ce sera plutôt le travail du secrétaire exécutif. Mais non, je veux dire la stratégie, oui, c'est celui qui a s'occuper de la stratégie du directoire et du présidium. Oui, ici, quand le directoire est reconstitué, c'est selon la vision du président de la République. Effectivement. Quel horizon, quels sont les objectifs que ce parti veut atteindre et surtout les moyens. Les moyens d'abord humains, donc les ressources humaines, les femmes et les hommes et surtout la place aux femmes, notamment au sein du directoire et la jeunesse dans les secrétariats nationaux. Non, je parle surtout des atouts qui représentent. Pour revenir à la question, Alain, mais je vais répondre. Koulik Kafena est-il l'homme du directoire? Moi, je n'ai pas de spéculation à faire là-dessus. C'est le choix fait par le président de la République. Quelles sont ses forces, selon vous? Écoutez, je pense qu'il a indéniablement des qualités qui ont conduit le président de la République à le nommer, mais celui qui a occupé ces dernières années le terrain s'appelle Adama Bictogo, qui a eu en charge quand même de travailler à la cohésion et à l'unité du parti dans une période extrêmement difficile, notamment la période d'octobre 2020, quand il y avait des secousses dans le pays. Maintenant, l'objectif de ce directoire, de cette nouvelle configuration du RHDP, c'est de rassembler. Il ne faut pas oublier que depuis le 17 juin, il y a quand même un éléphant politique qui est revenu, qui s'appelle Laurent Gbagbo, et que le PDCI a engagé une série de réformes, de restructuration aussi, dans la perspective des prochains rendez-vous électoraux. Donc il faut forcément taire les ambitions personnelles, et le président de la République l'a dit dans sa déclaration liminaire, en faisant même le reproche à certains cadres du RHDP de monter des associations de soutien, là où l'intérêt général, notamment du parti, et la défense, lui, de ses intérêts en tant que président de la République devrait prévaloir. Donc je pense que le projet principal, le support principal de cette restructuration, c'est, comme on dit, de maintenir un peu le bateau à flot, et puis surtout aller vers de nouvelles eaux plus André, pour revenir sur ça, si la question, pour répondre précisément à la question, si l'objectif d'Alassane Ouattara, comme Toussaint l'a dit, c'est de maintenir une sorte de cohésion dans son parti, je pense que c'est la bonne personne. Pourquoi? Parce que ce qui déjà commence à fracturer le parti, c'est les ambitions. Celui-là se prend pour le successeur, etc. C'est pour ça, je pense que c'est pour moi l'une des raisons principales, c'est par rapport à leur contexte au sein du parti. Adama Bictogo, en tant que directeur exécutif, et par rapport à ce qu'il avait glané avec les élections, il a rappelé octobre, tout ce qu'il a dû mobiliser, le parti était fragilisé, etc. Le candidat qui n'était plus là, il a fallu repartir sur Alassane Ouattara. Donc il a pris une importance déjà lors présidentielle. Ensuite, il y a eu les législatives. Donc tout ça, avec un Premier ministre qui arrive, qui a besoin aussi politiquement d'avoir sa place au cœur du parti, tout ça crée des tensions. Donc comment on fait pour calmer tous ces cadres? On met quelqu'un, je pense, qui est quand même dont le principal atout, je pense, même s'il est compétent, c'est d'abord la confiance du président. La confiance, et puis, ça peut être notre analyse, qui n'a pas peut-être de projet, d'ambition politique pour prendre justement plus d'envergure nationale. Donc je pense que ça va permettre à tous les prétendants de travailler autour de lui. Et puis au moment où sans doute le président va donner le go, soit son retrait ou... Est-ce à dire qu'il ne ferait pas partie de la demi-douzaine dont a parlé le président récemment? Je ne suis pas convaincu. Moi, mon analyse, c'est que Kafana, d'accord, il a des ambitions, il dirige la plus grande commune de notre pays, mais je ne lui connais pas d'ambition quand j'observe national. Moi, je pense que quand on parle de restructuration, en général, que ce soit dans une entreprise ou une organisation, c'est qu'il y a problème. Il y a certainement un problème. Mais le président l'a reconnu. Oui, bien sûr. Il y a un problème, il y a ralentissement. Et certainement, je ne sais pas, je ne pense peut-être pas qu'on verra M. Adama Bictogo dans ce présidium, vu la place... Non, il n'est pas dans le présidium. Le présidium est réservé au Premier ministre et au chef d'institution, comme Janoa Oussou. Non, le fait qu'il ne soit pas dans le présidium, ça ne veut pas dire que c'est une forme de disgrâce, parce que de toutes les façons, on le rappelle, on ne le rappellera jamais assez,
il reste quand même l'animateur principal du parti. Exactement. Est-ce qu'il aura toujours cette même place avec ce Bien Mais sûr. évidemment, là, oui. c'est juste un changement de nom. Voilà. Avant, c'était direction exécutive. Maintenant, Il était le directeur exécutif. Voilà, oui. maintenant, c'est secrétaire exécutif avec une architecture qui est quasiment la même. Il y a juste le chapeau, donc le présidium qui vient au-dessus, mais surtout pour faciliter le travail du Premier ministre. Donc si il n'y a pas de changement à part cette petite restructuration, Non, il n'y a rien qui a changé. certainement qu'on le verra. Donc Adama Togo prendre la parole pour se prononcer sur des thématiques d'actualité comme la Oui, vie bien chère. sûr, bien sûr. Mais c'est le rôle du chef. c'est Oui, sûr. C'est vrai, non, bien mais sûr. là où le changement, c'est pour ça que c'est bien d'attirer notre attention sur le fait qu'il n'y a pas de changement en tant que tel dans la façon dont il a ses responsabilités auprès du parti. Mais le changement, pour moi, c'est au niveau justement de la coordination entre les autres, avec les autres. Parce que si, en tant que directeur exécutif, ça a dû peut-être donner le sentiment aux autres qu'il était le grand patron. C'est ça. Or là, avec un directoire dans lequel, quand même, il y a Kandia Kamara qui est vice-présidente, Begré Mambé, il y a 2 vice-présidents, il y a tous les autres, ils sont, je crois, 44. Et ça 40, pardon. Ça fait que, du coup, son pouvoir d'importance sur est le restreint. parti n'est plus le même. Ah oui. Enfin, c'est plus le même s'il reste toujours le Mais dirigeant de terrain du parti. le directoire n'a pas non plus un rôle fonctionnel. C'est ça, on est d'accord. Puisque le président l'a dit dans son propos liminaire, que le secrétariat exécutif travaille et rend compte Au directoire. voilà, au directoire. Donc ceux qui seront sur le terrain, ce sont les membres de ce secrétariat ainsi que les secrétaires nationaux adjoints. Et je le dis, il est important que soit créé un pôle thématique parce qu'il faudra nourrir Non, le mais projet. il est et vraiment- faire On vous a entendu, Alain. Non, de la même manière On vous a entendu. que je tu vous le promets. demandes, il faudrait que les autres partis également le fassent avec des pôles thématiques également. pour Ben, ils pouvoir l'ont répondre à fait. la Je question. pense que le certains partis qui l'ont. PDCI, le PDCI a quasiment formé un gouvernement Il y a certains partis bis. qui l'ont, Voilà. le PDC, je pense. C'est- En tout cas, je sais c'est même important. pas. PPACI. PPACI, je n'ai pas tout l'organigramme. Mais La en suite général, de- c'est une culture aussi des partis de gauche, ce qui est resté avec le FPI. C'est-à-dire, Il y aura des pôles. pour progresser, Ouais. messieurs et Ouais. madame, pour progresser, on a parlé d'un remaniement ministériel. Vous pensez qu'il intervient dans les prochains mois, les prochains jours? Oui, mais enfin, ce qu'on avait C'est entendu, ça la c'était suite, ça. alors Non, ce qu'on avait entendu, c'était que le président Alassane Ouattara procéderait à une restructuration qui serait après donc suivie, Qui précéderait le remaniement. d'un remaniement. Parce que déjà, il y a eu un réaménagement technique avec M. Kafana qui... Mais c'est ce qu'on dit là, c'est-à-dire que le fait de donner encore un peu de poids au ministre Kafana, qui était déjà ministre, il ne faut pas l'oublier, sauf qu'il prend le chapeau de ministre d'État, ça lui donne un peu plus encore de Non, mais poids. même pour Voilà. pour des raisons protocolaires au sein C'est du ça. directoire, Voilà. puisque le numéro 2, je crois, c'est Mme Kandia. C'est un candidat qui est ministre Voilà, d'État. qui est ministre d'État. Il y a donc Djoumani faudrait qui est porte-parole, qui est voilà, ministre d'État. Je ne sais pas pourquoi je vois beaucoup de similitudes entre Gilbert Koné Kafana et Amadou Gon Coulibaly. Bon, en termes déjà de En termes de personnalité, loyauté, en de termes de loyauté, de présence, je veux dire de discrétion aussi, mais de travail de terrain. Également en termes de relations aussi avec le président de la République. Et même les deux étaient très proches, étaient très ça. amis. Oui. Est-ce qu'on aura une trajectoire similaire à celle de Amadou Gon Coulibaly? On le verra bien. C'est vrai que moi je l'ai exclu, mais à entendre Edith, je pense qu'effectivement les similitudes sont quand même assez. Mais il y a une similitude. Le choix n'est pas anodin quand même pour le... Est-ce que je dois dire ça comme ça? Le Je directoire, pense qu'il y a un élément quand même qui me semble quand même différent. C'est, je veux dire, le fait que je ne suis pas convaincu que Kafana ait porté des projets assez importants dans la salle Bon, après, ça peut être une similitude très pour très, c'est pas du jeu. Mais c'est important. On a- Oui, oui, je sais, mais bon, il y a des moments où les chemins vont se Non, c'est pour ça séparer. qu'on dit similitude. Mais Tout c'est n'est pour ça, pas voilà. pareil. J'ai compris la différence un peu entre vous. Alors, sur, Alain termine avec vous. oui, sur le remaniement, je parle sous le contrôle d'André et d'Edith, on avait évoqué cette éventualité. Et puis, du coup, avec ce qui s'est produit là, il y a quelques jours, je me dis, mais à quoi servirait donc un remaniement? Surtout que dans 18 mois, il y a des élections locales. Est-ce que le président prendrait le risque de se tirer une balle dans le pied? Parce que forcément, ceux qui quitteront le gouvernement seront affaiblis. Si ces personnalités se présentent à des Dans la région. élections locales, quel poids auront-elles face à une position qui est quand même revigorée? Maintenant, je me dis, bon, il a quand même inventé ce qu'on appelle les ministres à la présidence. Sans doute qu'en les sortant du gouvernement, il pourra les reverser au palais et puis d'autres au au Conseil économique et social parce que Il y a encore des postes. le mois dernier, le président a obtenu des parlementaires, Sénat et Assemblée nationale, que soit levé le verrou qui limite le nombre de conseillers économiques.
Donc, ce sont 120 conseillers avec un président, un premier vice-président et 5 autres vice-présidents, etc. Donc, il y a quand même de quoi contenter des gens qui J'espère quitteront Il y le a surtout, gouvernement. il y a surtout un regard à porter de Oui. ce côté-là. Voilà. Parce que vu qu'on parle donc, on sera attentif sous le Le contrôle du gouvernement directeur de budgétivore, l'information. j'espère qu'il ne prendra pas ce risque. Allez, Pardon? Vu qu'on parle de gouvernement budgétivore, S'il vous j'espère qu'il plaît. ne prendra pas ce risque. merci beaucoup. Merci. Merci. Le débat est ouvert. Voilà. Je vais juste dire pour terminer que deux termes ont retenu l'attention de nos internautes ce soir sur le plateau, pour ce petit débat en tout cas. Martyr, hein, vous l'avez dit. Oui. Bon, ça suscite en ce moment des débats. Des débats. Martyr de son parti, c'est sa réflexion. Voilà, en ce moment, ça suscite un débat. Éléphant politique. Ah, le retour d'un éléphant Voilà, politique. le retour d'un éléphant politique de voilà tout ça. Merci. Sur ce, on va à notre revue entendu. À tout de suite. Notre lu, vu et entendu ce soir, et on découvre la une de notre confrère donc, Fraternité Matin. Surenchère sur les marchés, huile, riz, sucre, les prix vont être réglementés. Le Conseil national de lutte contre la vie chère rassure les Ivoiriens. Donc, je disais donc à la une du quotidien gouvernemental Fraternité Matin de ce mercredi 2 mars 2022. Vous savez, les Ivoiriens sont rassurés. Ah, je ne pense pas. Hein. C'était ça le chapeau, mais ça veut dire Rassuré que... par Je ne quoi? pense pas, je ne Par pense les pas, visites parce dans les que- marchés? Non? Il y a quand même le Garba, l'épisode Le du Gar- Garba. quand même. Non, je ne pense pas que les Ivoiriens soient vraiment rassurés. C'est vrai qu'il y a beaucoup de sorties qui se font pour expliquer, pour justifier l'augmentation des prix, que ce soit des raisons endogènes, propres aux réalités du pays, ou que ce soit des raisons qui sont propres à l'extérieur, à la conjecture internationale. Mais je ne pense pas qu'ils soient rassurés. Bon, je pense que c'est une situation extrêmement difficile pour le gouvernement et pour les populations, parce que le premier, c'est-à-dire le gouvernement, a l'obligation de rassurer, d'expliquer la situation. Voilà. Mais en même temps, il faut poser des actes politiques forts. Là, on parle de réglementer les prix. Moi, je pense qu'il faut rétablir le contrôle des prix et donner, comme on dit, une fourchette. C'est-à-dire qu'il y aura un prix minimum et un prix maximum. On ne peut pas laisser des commerçants réglementer à ce point-là la vie de nos concitoyens Non, mais dans les une prix période dont extrêmement on parle ici, difficile. ces prix-là sont effectivement réglementés. Ça veut Oui, dire ils sont réglementés, mais est-ce qu'on fixe une fourchette? Parce que réglementer, ça veut dire quoi? Non, C'est ça veut vrai dire que- c'est vrai que ça a été c'est un vrai Ça veut dire sujet, que c'est si un on vrai vous débat. dit que le kilo, le litre d'huile est à 1200, tout le monde doit le faire à 1200. Ben oui, normalement, ces prix sont réglementés. Est-ce que c'est pas peut-être... il n'y a pas une suite à l'huile, le riz, le sucre? C'est peut-être ouvert à d'autres Oui, il faut... d'autres denrées alimentaires. Sinon, élargir, normalement, oui. le Oui, mais sucre, le après- riz, ils sont réglementés. Après, il faut aussi prendre en compte les conditions aussi de l'État. C'est-à-dire qu'on ne peut pas subventionner, parce que réglementer, c'est une forme de subvention. C'est-à-dire qu'on ne peut pas subventionner tous les produits. Mais là, c'est quand même 8 produits de grande nécessité. L'huile, le riz, le sucre, le pain, etc. Donc, je pense que c'est déjà une bonne chose. Maintenant, la question que pose Alain, et là, c'est là où il ouvre un débat qui me semble très intéressant, c'est la question maintenant du contrôle. Et c'est ce qu'on devrait pouvoir demander. ce qui Moi, je pense manque, qu'aujourd'hui, on entend beaucoup que le gouvernement a beaucoup parlé, mais il y a des questions de fond qui restent à poser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comment on fait pour respecter... Parce que si vous dites la viande, le prix de la viande, par exemple, est fixé par l'État. Exactement. Le kilo de viande. Mais comment on fait pour le respecter? Est-ce que, par exemple, quand il y a pénurie, le boucher peut continuer de vendre son kilo de viande à 1800 avec os, là, je ne sais plus, c'est Non, c'est 1800, 2000, 2000, je ne sais pas combien. 3000 sans os. C'est voilà, Et 3000, 3 2000, non, 3000 avec 2800. os et 3500 sans os, si Voilà, je ne me et trompe pas. donc est-ce qu'il peut continuer de le vendre comme ça et derrière passer à la caisse pour récupérer son manque à gagner? En fait, c'est ça que... Ça veut dire que c'est bien de réglementer, mais comment derrière on fait jouer les choses? Avec les boulangers, ça passe parce qu'il y a la TVA, il y a des choses qu'on ne leur prend pas. Et les Encore prix, faut les nuancer prix ça, sont, non, les prix ça- sont, ça passe de moins les en prix moins. sont affichés également. Non, ça passe pas chez eux, mais il y a une réalité, c'est que eux, sur le pain, ils ne payent pas la TVA. Donc c'est ça aussi, c'est là où l'État, par exemple, leur fait une ristourne. Donc en fait, le sujet, c'est pour ça qu'il serait bon qu'à un moment, on explique aussi les choses aux Ivoiriens, parce que je pense qu'ils sont adultes et ils vont comprendre. Donc que les agents du ministère du Commerce puissent faire leur travail, donc Le faire contrôle. le contrôle, le tour des marchés, sanctionner ce qui doit être sanctionné. Mais j'ai entendu également, en termes de propositions, pour voir comment on le fait en Europe, afficher les prix. Que les prix soient affichés, parce que dans nos marchés, on négocie, on discute, les prix ne sont pas affichés. La commerçante ou le commerçant nous donne
son prix sur le tas de la tomate ou de l'oignon, mais il n'y a pas de prix affiché comme on le voit ailleurs. Donc peut-être que ça serait une piste de solution d'avoir des prix affichés et lorsque cela n'est pas fait, sanctionner. Et l'autre solution peut aussi être une solution de type politique. Peut-être imaginer une nouvelle doctrine en matière fiscale, comme on dit, limiter ou baisser la TVA sur ces produits-là. Voilà. Parce Par que exemple, oui. quand les prix flambent, le commerçant gagne, mais l'État aussi gagne de l'argent. Donc, sur ces produits de première nécessité, peut-être faut-il imaginer la possibilité de fixer un taux de TVA qui serait invariable, quelle que soit la situation. Là, les quelques limites qu'on peut avoir, c'est qu'il y en a beaucoup. L'huile, le sucre, on a quelques produits quand même qui ne sont pas assujettis directement à la TVA. Par exemple, la viande au marché. À moins que je sois dans un supermarché, c'est ça, on ne peut pas récupérer la TVA. Le bœuf, là, arrive directement de son camion. Il a abattu. C'est soit des frais de douane et puis il y a la libre circulation. Mais il y a une chose qui est importante, on se pose la question de savoir, quand l'État est sérieux et qu'il dit le prix de telle denrée est fixé à tel prix, il faut qu'il se donne les moyens soit de le respecter ou bien de faire en sorte qu'on puisse le respecter. Parce que le problème du boucher, ce n'est pas qu'il n'a pas envie de le respecter, c'est qu'à un certain moment dans la chaîne, il y a une augmentation quelque part. Donc lui doit répercuter. À un certain moment, le taxe également, donc il n'a pas d'autre envie de répercuter ce. Quelqu'un aurait dit c'est la même problématique pour les questions de loyer. On sort une loi pour dire aujourd'hui c'est 2 mois d'avance, 2 mois de loyer. Donc vous avez des gens qui ne respectent pas. Qui ne respectent pas. Il n'y a plus rien. On n'a personne qui va venir contrôler. Il n'y a pas de suivi. Mais à travers l'exemple que vous donnez là, c'est là aussi, peut-être pour terminer, c'est là aussi il faut que le citoyen aussi joue son rôle. Parce que la réalité, c'est que comment ça se fait que dans un supermarché, l'huile est encore à son prix homologué et que personne ne le dénonce. Et que dehors, sous le marché... Non, je pense que les gens le dénoncent. On le voit sur les réseaux, les gens le dénoncent. Dénoncent comment? Non, ce que je voulais dire, l'huile coûte par exemple 1200 en supermarché et ça coûte 1500 sur les marchés, nos marchés classiques. Donc ça veut dire que là aussi, il y a un problème. C'est-à-dire que le citoyen doit maintenant à un certain moment aussi se détourner de ces marchés-là pour ramener le commerçant. Non, mais là, tu vois, c'est quelque chose qui est un peu polémique, qui a fait polémique dernièrement, où lors du compte-rendu du Conseil des ministres, le ministre de la Communication avait en tout cas conseillé aux populations d'aller dans les supermarchés pour faire leurs courses. En fait, d'aller là où c'est moins cher. Mais tout le monde ne peut pas aller dans un supermarché faire ses courses. Mais pourquoi? Je suis désolée. Non. Quelqu'un qui habite par exemple dans un quartier difficile d'accès, où il n'y a pas de supermarché. La dernière fois, j'ai estimé que tous les produits n'étaient pas au supermarché. Et puis tout le monde ne vit pas à Abidjan. Donc, mais ce qu'on veut dire, je veux dire, après, il faut qu'on précise. Aller où ça coûte moins cher, ce n'est pas forcément dans les supermarchés. Mais une chose est sûre, si vous allez sur un marché et puis vous estimez que certains produits qui sont contrôlés, certains produits qui sont censés être contrôlés ont des prix qui flambent, vous avez le droit aussi de dénoncer. Et puis surtout que et les gens le font, ils dénoncent au quotidien. C'est pour ça qu'on entend parler de la vie chère. Très bien. D'accord. Très bien. Merci madame. La lutte continue. Bon. Absolument. Même si je ne suis pas très d'accord avec Très bien. Herman Goré, Abdraman, Tanyogo et bien d'autres nous suivent sur nos pages des réseaux sociaux. Et puis, nous avons notre salutation d'un téléspectateur de Guinée. Il s'appelle Dilamou Augustin. Allez, je me retrouve. On marque une pause, à tout de suite. De retour sur le plateau du Live Talk pour la deuxième partie de notre rendez-vous. Merci d'être toujours en notre compagnie et tous les soirs, du lundi au jeudi en tout cas, sur le numéro 6 de la TNT, le numéro 206 et le 206 du bouquet Canal+. Recevons ensemble notre invité pour la suite. Je vous le disais, Touré Ahmed Bois est avec nous sur ce plateau. Il est le président directeur général de Sophia SA. Bonsoir monsieur Touré. Bonsoir monsieur. Merci d'être sur notre plateau. Eh bien, monsieur Touré, quand on entend Touré Ahmed Bois, votre nom est, semble-t-il, associé à conflit foncier, démêlé avec la justice ivoirienne, prison même. Voilà. Qu'est-ce que vous répondez aux personnes qui pensent que vous êtes un homme avec une image écorchée? Bon, c'est leur vision. C'est leur vision, c'est leur compréhension. Il faut peut-être leur expliquer. Tout ce qui a pu bien peut-être se passer ces 20 dernières années, ils sont peut-être de bonne foi, mais s'ils n'ont pas l'information qu'il faut, qu'ils n'ont pas les renseignements qu'il faut, ils peuvent donc, à partir des informations erronées, avoir des convictions, avoir des regards, mais bon, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire contre eux? Je pense qu'on va être très concret. On va expliquer surtout. Pour expliquer.
l'affaire la plus emblématique, c'est bien sûr ce projet avec les forces de défense et de sécurité donc, sous l'Ancien Régime. Au fond, c'était quoi ce projet? On va dire ça a débuté avec la prison pour vous, mais au final, si on veut remonter le temps, c'était quoi le propos de ce projet? Non, ça n'a pas débuté à la prison avec... Pour moi, ça a fini. Ça finit. Et voilà, avec la prison pour moi. Bon, c'est un dossier assez simple qui a souvent été mal regardé, mal observé avec des interprétations erronées. Or, c'est quelque chose de très simple. Très bien. Depuis 1997, l'État de Côte d'Ivoire, au regard de la mauvaise humanisation qui a cours, a mis en place une loi, la loi 97-524 du 4 septembre 1997, qui est la loi sur la concession d'aménagement. Cette loi permet aux privés de se substituer à l'État pour parer aux insuffisances urbanistiques qui sont constatées de partout. C'est dans ce cadre que nous avons initié un projet du nom d'Akwaba City. Très bien. À l'intérieur de ce vaste projet d'aménagement, il y avait un sous-projet qu'on appelait le projet terrain nu qui était affecté exclusivement aux ex-FDS. Je ne sais pas si vous me comprenez. On reprend très bien. Il y a d'autres composantes, comme par exemple la ville nouvelle. Il y a d'autres composantes, comme par exemple le marché de gros d'Abidjan, le marché des industriels. La ville nouvelle comprend plusieurs projets. On va revenir là-dessus. Justement. Et je suis sur le projet terrain nu. Et vous voyez bien qu'en 2007, c'est l'ex-chef d'État qui nous a accompagnés dans la mise en œuvre de ce projet. Le projet a été lancé à l'état-major des armées. Les militaires ont souscrit suffisamment. 17 032 militaires, corps habillés, gendarmes, policiers ont souscrit. Bon, en 2009, les choses se passaient comme il se devait. En 2010, en 2011, il y a eu changement de régime. Très bien. Bon, les choses n'ont pas été comprises comme ce que nous avions. Les choses n'ont pas été comprises comme ce qui avait été fait. Il y a eu des interprétations erronées. Cela a engendré une situation d'incompréhension entre le pouvoir qui venait de s'installer et nous-mêmes. Cela nous a valu donc une arrestation et une détention prolongée à la MACA. Mais je m'en vais vous dire que tout ça, après les instructions par la justice ivoirienne, cela s'est soldé par un non-lieu. Il y a eu ce qu'on appelle un non-lieu. Pourquoi? Parce qu'on nous avait arrêtés sur le motif, sur la base du motif que nous n'avions pas de terrain et que nous avions escroqué les militaires, les gendarmes, les policiers. Bon, bien entendu, pour des gens comme vous, vous savez que ce n'est pas possible. On ne peut pas escroquer Autant de militaires. 17 032 militaires, gendarmes, policiers, douaniers escroqués sur 5-6 ans sans que l'État lui-même qui m'accompagnait ne se lève, ce n'est pas possible. En fait, j'ai mis ça au compte des incompréhensions. Donc, il y a eu ce qu'on appelle un non-lieu. Et le non-lieu a permis à l'État de récupérer justement les actifs de ce projet, où on disait qu'il n'y en avait pas et qu'on a vendu, et qui a été récupéré par l'État de Côte d'Ivoire, qui a désigné un liquidateur, qui est le Fonds de prévoyance militaire, et qui a vendu une partie de ces actifs qu'on vendait aux militaires, puisqu'on a estimé, après qu'on ait choisi un grand cabinet de la place, qui a estimé que les ressources, les montants prélevés aux militaires s'élevaient autour de 11 milliards de francs CFA. L'État de Côte d'Ivoire a désigné un liquidateur. Très bien. Qui a vendu une partie du patrimoine à hauteur de 20 milliards de francs CFA pour rembourser tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, avaient souscrit. Je vous laisse une copie. Vous pensez que vous avez été victime d'une cabale? Bon, je ne veux pas juger ce qui est sûr, il y a eu un non-lieu. Mais je veux savoir, aujourd'hui, il n'y a plus personne qui peut estimer. Il y a mieux. Oui. Le chef d'état-major des armées, dans Fraternité Matin du 6 novembre 2015, explique bien ici, dans ce journal de Fraternité Matin, qu'il y a eu une incompréhension entre la société Sophia et l'armée, et qu'il n'y a jamais eu d'escroquerie, et qu'il n'y a jamais eu d'abus de confiance. Si eux-mêmes disent qu'il n'y a rien, et que l'un des actifs a permis à l'État de récupérer 20 milliards pour rembourser les 11 milliards qui étaient engagés,
Vous pouvez vous-même conclure si oui ou non il y avait... Donc vous avez été blanchi. Plus que blanchi. Donc, D'accord. La preuve, vous me voyez conduire Bien sûr. un autre projet qui est 20 fois plus grand que le premier. Est-ce que vous avez été dédommagé pour... Bon, il y a certains détails que je ne voudrais pas... Oui, sans l'aspect rentrer dans la- dédommagement. oui, justement, sans mais ce rentrer qui dans la est sûr, confidentialité. l'État de Côte d'Ivoire, en ce qui me concerne, moi, Toura Medbois, et en ce qui concerne Sofia, l'État est en train de nous dédommager. Très bien. Très bien. Donc, c'est Mais un est-ce que peu- l'aspect... L'État est en train de nous dédommager. L'État nous a remis des sommes à la suite de la vente des actifs là, Ouais. pour nous permettre aussi d'entrer en possession des frais de gestion, de maturation, d'acquisition et autres là. En tout cas, il y a eu ce qu'on appelle un protocole d'accord à l'amiable où toutes les parties, y compris nous-mêmes qui avons connu la prison, nous avions été donc... obtenu des réparations. Oui. Nous avons obtenu des réparations. Ça, c'est Peut-être que intéressant. ce n'est pas total, mais nous avons obtenu... je peux D'accord. vous le Monsieur dire. Touré, on vous relance on est juste d'accord. là-dessus. On va Les juste vous relancer un réparations. tout petit peu. Faut qu'on vous relance juste là-dessus. Allez. Donc, ce qui veut dire que, parce qu'on a parlé de blanchir, c'est important, il y a le dommage, j'allais dire, matériel, Oui. qui est sans doute réparé, mais est-ce qu'il y a eu, parce qu'aujourd'hui, vous arrivez sur un plateau, la première question qu'on vous pose, c'est ça. Ça veut dire que, quelque part, nous tous, nous sommes un peu animés par cette image de quelqu'un qui est sulfuré, etc. Est-ce qu'à ce niveau-là, la justice vous a dédommagé d'un point de vue moral? Non, ce n'est pas la justice de nous dédommager. Oui. La justice a été saisie Oui. d'un fait, l'abus de confiance, l'escroquerie, etc., par l'armée nationale de Côte d'Ivoire. La justice a fait son travail. Elle a procédé à des instructions, à des interrogations, elle a mené une enquête profonde et elle a abouti à une situation où il y a un non-lieu. Ce n'est pas à la justice de réparer. Je me suis donc retourné vers ceux avec qui nous avions des incompréhensions. Je préfère appeler ça une incompréhension. Et ils m'ont dit, OK, c'est vrai, on reconnaît qu'il y avait une situation, il y a eu une incompréhension. Monsieur Touré Medbois, vous m'excuserez, mais ça fait 4 fois que vous prononcez le mot. On veut savoir un tout petit peu, si vous le voulez bien, cette incompréhension-là. Comment on la présente? C'était quoi? C'était que les gens n'avaient pas envie de vous laisser travailler? Dites-nous un tout petit peu. Une incompréhension. C'est très vague quand même. Bon, vous me voyez qu'il me laisse tout le monde. Je pense que je travaille maintenant, c'est ce qui est le mieux. Moi, je vais regarder ce qui s'est passé. Je vais Vous voulez laisser ça regarder derrière devant, derrière. ok. et je vais regarder devant. Voyez-vous, ce que je m'avais vous dire, c'est que moi-même qui suis là, j'ai donc obtenu réparation. C'est ce qu'on voulait aussi C'est ce que je voulais vous entendre. dire. Ouais. Si j'obtiens réparation, vous comprenez aisément qu'il y avait un problème. Ouais. Ok. Un autre aspect, oui, peut-être, oui, Je sais pas si vous voyez. mais je peux monopoliser la parole. Un autre aspect, puis on part dessus. oui. À côté donc de cette affaire avec les militaires, dont la presse aussi souvent se fait écho de certains démêlés que vous avez avec des gens, des problèmes de créances non réglés, tout ça. Finalement, c'est quoi? Où se trouve la vérité? Vous êtes comme tout homme d'affaires qui a des créances ou, au fond, ce sont des accusations qui sont grossies. Vous avez l'impression que quelqu'un vous en veut, simplement? Voyez-vous, J'avais parlé de Kabul. voyez-vous, si on veut regarder, tous ceux qui sont à côté, qui parlent du mal de vous ou du bien de vous, vous ne travaillerez pas. Moi, je ne fais que travailler. Ce qui s'est dit ici et là ne m'intéresse pas. Moi, je gère une entreprise. J'ai 300 bonhommes qui sont dans l'entreprise, qui sont des salariés. Nous travaillons. Nous allons vers ce qu'on appelle la réalisation de la vie nouvelle pour qu'il y ait ce qu'on appelle la valeur ajoutée pour notre économie, d'ailleurs florissante, pour tout le monde le sait. Moi, je me consacre qu'à mon travail. Ce qui est dit à gauche et à droite, Ça ne nous intéresse pas. vraiment, moi, Toura Medbois, ça ne m'intéresse pas. Monsieur Bois, on sait qu'en général, notre réputation nous précède, qu'elle soit inventée Monsieur ou Touré. pas. Monsieur Touré avec Bois, je suis à une différence, effectivement. On sait que notre réputation nous précède en général, qu'elle soit vraie ou pas. Vous vous lancez sur un nouveau projet, C'est donc ça. un nouveau projet immobilier. Est-ce que vous pensez, comment vous faites pour pouvoir rassurer les futurs acquéreurs qui vont certainement être intéressés par votre Comme projet? à rendre crédible. Non, là, il y a une erreur. Oui. Je ne suis pas sur un nouveau projet. Et je ne suis pas en train de vendre Je ne suis pas un promoteur immobilier. Aquaba, aussi. Non, oui, Aquaba, ok, c'est pas. Vous aurez l'occasion de nous Ok, l'expliquer. d'accord. C'est pas un nouveau projet. Le projet Aquaba City est né avant même le projet Terrenu. Nous étions dans une phase de maturation. Et le projet Terrenu, qui était une Il composante... n'avait pas été stoppé.
Il n'a jamais été stoppé. D'accord. Bon, en tout cas, c'est on aura vrai l'occasion. qu'à un moment Monsieur donné- Touré, on aura l'occasion tout à l'heure. Vous aurez l'occasion de présenter le projet Aquaba D'accord. dans le deuxième partie de cet entretien. Mais je crois que ce que Madame voulait Non, je parlais essayer de surtout dire de également, comment pour vous dire globalement comptez aujourd'hui. voilà, rassurer Voilà. tous c'est ceux... ce Parce que vous avez des investisseurs Voilà, aujourd'hui qui lisent la investisseurs, presse. C'est ce Vos clients. que je vous dis. Oui. C'est ce que je vous dis. J'ai dit que le projet Aquaba City n'est pas un nouveau projet. Le projet Aquaba City est le plus vieux projet. L'une des composantes du projet Aquaba City, c'était le projet Terrain Nu. Il y a eu des incompréhensions entre l'État et moi. Ces incompréhensions sont derrière nous. Le projet continue. Il a connu sa maturation. Il est dans sa phase d'exécution. Donc, rien n'a changé. Alors, ce que Avec de nouvelles personnes qui Ce peuvent que être ma intéressées collègue par voulait votre dire, Non, c'est- les mêmes qui étaient intéressés au départ sont les mêmes qui sont là. la préoccupation Nous ne sommes pas en train de vendre des logements, nous ne vendons pas de produits. Nous sommes dans la dynamique pour ça. de la Est-ce- mise est-ce en qu'il peut nous place répondre là- d'une ville nouvelle. La préoccupation de madame se résume en une question. Comment vous créez la confiance avec vos partenaires institutionnels et financiers? C'est surtout ça le point. Voyez-vous, la confiance, c'est à deux niveaux. Très bien. Il y a la confiance du grand public, qui peut avoir un regard, comme vous l'avez dit tout à l'heure là. Et puis, il y a la confiance des partenaires techniques, financiers et institutionnels avec qui nous travaillons, qui connaissent la réalité du projet. C'est ça. Je ne sais pas si vous voyez. Très bien. Moi, je n'ai pas besoin, en ce qui me concerne, de la confiance, je ne dirais pas de l'homme Des de la personnes rue, qui n'ont grand peut-être pas public. toutes les qui n'ont informations. pas d'implication sur mon projet. conduite du projet. Ceux avec qui je compose, notamment les acteurs institutionnels, les acteurs, je parle d'acteurs institutionnels. Je viens de finir une conférence il y a 2 ou 3 jours. Vous étiez, l'AF était à la conférence, vous avez vu les acteurs institutionnels qui étaient là. Les acteurs institutionnels étaient à la conférence. Les acteurs financiers étaient à la conférence. Donc, de ce côté, si mes bailleurs de fonds et de technologies, mes partenaires, nous font toujours, continuent de nous faire confiance, que voulez-vous que je fasse avec des gens qui sont dans la rue, qui ont un regard qui ne peut pas aller au-delà, qui ne peut pas aller au-delà du prisme. Je sais pas. Très bien. En tout cas, c'est bien compris. On vous garde et puis Je sais pas si vous voyez. pour la Non, deuxième mais partie c'est- de notre entretien, Monsieur Touramen Bois, on aura l'occasion de parler justement du projet Aquaba City. Vous avez l'occasion de nous le présenter et puis à la suite, on aura certainement d'autres questions à vous poser. En tout Merci. cas, merci, vous ne bougez pas. À tout de suite, on va la pub. Merci beaucoup. Nous sommes de retour sur le plateau du Live Talk. Notre invité ce soir est M. Touré Ahmed Bois, il est président directeur général de la société Sophia SA. Avec lui, on va parler, on a parlé de cette image-là. On a expliqué l'image, la question d'image, on va le dire comme ça. On va revenir donc sur ce pourquoi nous recevons ce soir. Eh bien, vous êtes de retour sur la scène médiatique, je dirais, avec un nouveau projet immobilier, mais surtout avec un ouvrage, celui que je tiens là. Son titre, c'est l'échec de la politique d'urbanisation d'un continent candidat à l'émergence. Monsieur Touramen Bois, pourquoi vous parlez d'échec? Comment vous expliquez cet échec-là, par exemple? Surtout, bien sûr, par le cas de la Côte d'Ivoire, précisément. Bon, je voudrais préciser que quand je parle d'échec de la politique d'urbanisation en Côte d'Ivoire, je ne parle pas quand je parle de l'échec de la politique d'urbanisation, je ne parle pas de la politique d'urbanisation de la Côte d'Ivoire seulement. Sur les 52 États ou 53 États d'Afrique, j'en ai visité au moins 47. J'ai eu le temps de m'intéresser à leur politique d'urbanisation et je conclus que, au regard du drame du drame saisonnier, les inondations et autres que nous vivons ici aussi et qu'on constate aussi ailleurs, j'ai conclu donc que la question de l'urbanisation est une question effectivement très importante, certes, puisque l'urbanisation et l'économie, c'est les deux faces d'une même pièce. J'ai compris que la politique d'urbanisation n'est pas bien menée dans la plupart des pays. À part 2 ou 3 pays, j'ai bien compris que la politique d'urbanisation est le parent pauvre du levier de développement. Selon votre observation, qu'est-ce qui conduit à cet échec-là? Quel est le nœud du problème et surtout, est-ce qu'il y a des similarités entre les pays? Ce que vous avez appelé diagnostic systémique, c'est Oui. quoi En fait, si vous regardez bien, la plupart des pays, des grands pays, ce sont des pays, la plupart des grands pays sont des pays urbanisés, des pays riches. Chez nous, la question de l'urbanisation était du ressort, en règle générale, en tout cas en ce qui concerne la Côte d'Ivoire et ailleurs aussi, était du ressort de l'État. Très bien.
Mais l'État aujourd'hui ayant tellement de choses à faire que l'État a, un peu partout, dans tous les États presque, l'État a abandonné ces secteurs très importants de notre économie. Ça a été abandonné. Ce n'est qu'un abandon de la plupart. Si vous regardez l'histoire de la Côte d'Ivoire, de 1960 à 1980, l'État était l'État lotisseur, l'État était l'État constructeur, l'État était l'État aménageur. Ouais. C'est ça. Bon, avec la crise de 1980, vous avez vu que l'État s'est retiré du secteur de l'aménagement. Or, justement, c'est l'aménagement là qui doit précéder tout ce que nous voyons, la construction, les infrastructures, etc., l'habitat, etc. L'aménagement, donc, doit précéder tout ça. Bon, l'État a abandonné le secteur. Mais qu'est-ce qui explique ce délaissement de l'État? L'État n'a plus les moyens. Les ressources. En tout cas, ce qui nous concerne la Côte d'Ivoire, en 80, quand nous avons abandonné à la demande des institutions de Bretton Woods, c'est parce que nous n'avions pas les moyens de le faire. Un choc économique? Oui, c'est pour des raisons économiques. Oui. Voilà. Et c'est la même raison d'ailleurs dans la plupart des pays africains. Et souvent, vous pointez du doigt le législateur, l'exécutif, les tiers détenteurs et la poussée démographique. Oui, bien sûr. Parce que l'État, dans sa souveraineté, l'État, pour une question de souveraineté, l'État planifiait les espaces pour que la population puisse s'installer décemment avec toutes les commodités qu'il y a. Quand l'État s'est retiré, et comme la pression démographique oblige les uns et les autres à s'installer, donc les gens viennent s'installer sur des espaces qui sont dépourvus du minimum de commodités. Si vous allez en d'autres aujourd'hui, vous verrez que les uns et les autres se sont installés, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de route, il n'y a rien. Est-ce que ça, ce n'est pas la faute aussi à la spéculation? Parce qu'aujourd'hui, on voit, il y a des tribus, des villages qui revendiquent des territoires, enfin des terres, et qui les vendent, qui les cèdent parfois contre l'avis du gouvernement. C'est pourquoi j'ai parlé dans mon livre un peu du laisser-aller. C'est là que j'interpelle l'État. Nous sommes dans un pays de droit. Les 322 000 km² appartiennent à l'État de Côte d'Ivoire. On est d'accord, oui. Si on est d'accord pour ça, les 322 000 km appartenant à l'État, il peut arriver que des villages revendiquent des espaces, mais en réalité, ce sont des propriétés de l'État. Ce qu'un village peut réclamer, ce sont ses droits de purge. C'est ça. Est-ce que l'État paye les droits de purge avant de s'approprier d'un espace? Mais la question de la planification, c'est une question de souveraineté. C'est l'État qui planifie comment est-ce qu'il va occuper l'espace, comment est-ce qu'il va disposer de l'espace. Mais les villageois, eux, et c'est dommage, l'État ferme les yeux sur cette réalité. Et c'est ce qui fait que, c'est ce que je dénonce aussi. Il n'y a pas de désordre urbain. C'est tout ça qui engendre le désordre urbain. Mais comment vous conciliez ces deux exigences, les droits des villageois et l'obligation de l'État à créer un cadre de vie meilleur? L'État préserve toujours les droits des détenteurs, des propriétaires terriens ou bien des villageois. L'État prévoit toujours, puisque les dispositions de la loi de 2013, complétées par la loi de 2014, prévoient les purges pour les villageois. Mais l'affectation et la vente des terrains n'est pas du ressort des communautés villageoises. Il n'y a que l'État qui peut vendre ou si quelqu'un a un titre de propriété sur son espace. Mais ce que nous assistons aujourd'hui, chacun s'élève, s'approprie le terrain, l'affecte à quelqu'un et ça entraîne, si tu veux, ces désordres qu'on constate sur l'As Abidjan-Bégerville. Très bien. Donc aujourd'hui, pour vous, Après le diagnostic, dans les conditions dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, nous ne pouvons pas prétendre justement à l'émergence. Est-ce que nous sommes condamnés? C'est une question un peu violente. Au désordre? Non, on n'est pas condamné pour la question du drame qu'on vit. On n'est pas condamné. L'État même a anticipé. Quand tu prends, dans les autres États, quand j'ai regardé la législation de certains pays comme le Togo ou le Bénin, je n'en citerai pas plus pour ne pas créer des situations, mais en Côte d'Ivoire, on a l'avantage, l'État s'étant rendu vite compte qu'il n'a pas les moyens de maîtriser la politique d'urbanisation, l'État a mis en place une loi. C'est celle dont je vous ai parlé tout à l'heure, la loi 97-524 du 4 septembre 1997 et ses décrets subséquents. Que dit cette loi? Cette loi dit que le privé qui a les moyens peut se substituer à l'État, obtenir les autorisations d'aménagement,
obtenir les arrêtés de réservation, proposer un plan d'aménagement sur un espace donné et appliquer, veiller à ce que cet espace que l'État lui aura concédé, procéder à l'aménagement, au tracé, à l'ouverture des voies en bitume, à l'adduction d'eau, à l'adduction de courant et autres, pour que cet espace qui a été ainsi aménagé par le privé puisse se comporter comme ce que nous souhaitons nous tous, les deux plateaux, la Riviera, qui sont des zones aménagées, pour que tous les espaces qui sont aménagés, où l'État aurait pu agir, l'État peut donc confier ça à un privé pour que le privé l'aménage, le vende et retire ses investissements. Très bien, on vous a bien compris. Est-ce que vous voyez? On vous a bien compris, M. Touré. L'une des solutions, hein, après votre diagnostic, je parlais avec André tout à l'heure, on parlait, l'une des solutions que vous proposez, c'est votre ville nouvelle, Aquaba City, qui va mobiliser 30 000 milliards. Alors, c'est quoi la ville nouvelle? Bon, la ville nouvelle, elle est souvent, j'entends souvent des interprétations erronées de la ville nouvelle. La ville nouvelle n'est rien d'autre qu'un espace que nous avons sollicité auprès de l'État au regard de l'anarchie urbanistique qui se développe et qui est en train de précariser la ville d'Abidjan. L'anarchie urbanistique qui se développe partout est en train de précariser la ville d'Abidjan. Si cette anarchie-là continue, la ville va devenir pauvre. La ville d'Abidjan deviendra pauvre. Si elle devient pauvre, il n'y a plus d'emploi. Il n'y a plus de circulation. Il n'y aura même plus d'habitat, puisqu'on va tous vivre dans des taudis. Donc, la proposition que nous faisons, c'est de s'appuyer sur la loi que je vous ai citée, la loi 97-724, qui permet à un opérateur privé, n'importe lequel, de solliciter auprès de l'État. Vous avez vu que le décret de 2016, qui a redéfini le Grand Abidjan, le schéma directeur du Grand Abidjan, qui a été signé par le président de la République, décret du 9 mars 2016, a redéfini le Grand Abidjan. Abidjan, c'était naguère les 10 communes que nous tous nous connaissons. Aujourd'hui, depuis 2001, c'est devenu 13 communes. Mais depuis 2016, Abidjan, c'est 19 communes. Ces 6 autres communes qui sont venues se greffer au Grand Abidjan, si rien n'est fait, les 1000 hectares qui sont consommés chaque année par la nouvelle population qui vient se greffer sur Abidjan. Attendez, ce n'est pas anodin ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que ce que vous nous expliquez, c'est que chaque année, 1000 hectares sont consommés dans le désordre urbain. C'est-à-dire 1000 hectares, je vais parler en terre à terre. Chaque année, ce sont 1000 hectares qui sont consommés par la population. Pas des occupations sauvages. Et les promotions immobilières. Et les promotions immobilières. Non, n'en parlons même pas, c'est le désastre, madame. OK. Chaque année, ce sont 1000 hectares qui sont consommés dans l'anarchie urbanistique. Je ne donnerai pas le nom le mot de mon ami Alain de sauvage, mais dans le désordre, bien, ça veut dire quoi? C'est-à-dire chaque année, sans l'eau, sans courant, sans route, sans les commodités qu'on a besoin pour vivre décemment, ce sont ces 1000 hectares qui sont consommés chaque année, dans le désordre. Alors, comme il va nous rester quelques minutes avant la fin de l'émission, il faut vraiment qu'on parle d'Aquaba City, si vous voulez bien. Oui. C'est une solution prospective. C'est déjà ça, Aquaba City. Alors, 30 000... Face à ces 1000 hectares qui sont consommés chaque année dans le désordre, nous, on a proposé à l'État, au lieu de laisser les uns et les autres s'installer dans l'anarchie et dans le désordre, concédez-nous une parcelle, nous allons rechercher des partenaires, des bailleurs de fonds et des bailleurs de technologie. Le foncier étant une valeur refuge, nous allons donc nous organiser pour venir aménager ces espaces pour que la ville d'Abidjan ne s'appauvrisse pas de jour en jour. C'est ça Aquaba City. D'accord. Donc, nous avons travaillé sur 7000 hectares. Oui. C'est 7000 hectares. Où ça sera situé exactement au niveau du Vous avez obtenu déjà l'espace? On a déjà fini. Mais ça fait 20 ans qu'on est en train de faire ça. Okay. L'espace est obtenu. Les travaux de maturation sont achevés. Les études urbanistiques, topographiques, géodésiques, environnementales, tout est achevé. Tous les droits sont payés. Non, les droits ne sont pas encore payés. Il y a des droits de purge que nous devons payer, 400 milliards de francs CFA, que nous devons payer aux communautés villageoises. De quelle zone, M. Touré? De la zone du projet. C'est où précisément? Le projet, je vous donne quand même les grandes indications. Okay. Vous partez de Ndotré. Vous voyez Ndotré? Oui. Vous entrez de Ndotré, vous suivez l'autoroute. Oui. Vous arrivez au péage sur la route d'Agoville. De là-bas, vous pouvez bifurquer pour aller sur l'autre péage de
Le péage de la nationale. la 1, nationale, ouais, sur le. et de là-bas, autour vous du Nord. tombez sur la nouvelle zone 19 PK24. C'est ce trapèze-là qui va faire l'objet d'aménagement, de viabilisation. Nous allons apporter l'eau, le courant et le téléphone. Toutes les commodités nécessaires à une vie paisible, à une vie de normalité, à une vie sécurisée. Et c'est là-bas donc que la ville va naître et les entreprises vont s'installer. Mais c'est essentiellement une ville économique. Ok. Pas comme Djamdiano Mais à pour Dakar, pouvoir au Sénégal. Ça, c'est une ville d'habitat. D'habitat. André, Ok. Alain, Alors 30 000 milliards, ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Vous les trouvez où et comment? Bien sûr, voilà. La réalité, ce n'est pas nous, Sofia, qui avons ces 30 000 milliards dans notre poche. Non. Quand on met de bout en bout les investissements qui sont nécessaires sur L'ensemble des 12 000 hectares. l'ensemble des 7 000 hectares, 7 000, pardon. parce qu'il y a 7 000 hectares pour la zone économique et 5 000 pour la zone résidentielle, quand vous regardez les investissements, c'est-à-dire vous prenez par exemple, je prends un exemple, quand l'ensemble des promoteurs immobiliers viendront pour bâtir, ce n'est pas nous qui faisons la promotion immobilière, quand l'ensemble des promoteurs immobiliers viendront pour bâtir, les sommes qui seront amenées à sortir pour mettre en place les 300 000 logements sur les 15 ou 20 ans à venir, ces montants-là sont estimés à environ à 7 000 milliards de francs CFA, c'est 300 000 logements. Ce n'est pas Sofia qui les sort. Les gens viennent trouver un espace aménagé propre, différent de la façon dont Abidjan se développe. Or, les prévisions en termes de démographie sont claires et nettes. Nous passons de 2020 en 2050 à environ 15 millions d'habitants. 15 millions d'habitants. Ces 15 millions d'habitants, il faut les préparer, il faut trouver de l'habitat pour eux. Il faut les loger. Donc, il y a des investisseurs qui sont intéressés pour venir donc, sur cet espace bien aménagé pour y construire les 300 000 logements qui constituent la moitié du gap qui est de 600 000 logements. 600 000 Donc, il y a des gens qui sont intéressés pour là. Donc, quand les gens viennent pour faire, ce n'est pas Sofia qui les sort dans sa poche, c'est les investisseurs qui viennent. Très bien, pour vous laisser terminer, vous avez parlé de maturation, tout ça. Là, on en est où là par rapport aux perspectives, aux prospectives pour Akwaba City? C'est un projet qui verra le jour dans 10, 15, 20 ans? C'est quoi? Dans combien de temps? Bon, le projet voit le jour déjà. Les travaux... Donc, pour finir, je veux dire. Mais les travaux... on ne finira pas. Est-ce que la ville d'Abidjan où nous sommes nous tous, ne finit jamais, où on est tous nés ici, là, est-ce qu'on a fini de la construire? D'accord. On n'a pas fini de la construire. Ouais. Mais par contre, pour la ville Nouvelle-Abidjan, il y a des tâches qui vont finir d'ici l'an 2030. Ouais. Les ouvertures de voies, l'adduction d'eau, pour ne pas qu'il y ait l'adduction d'eau, pour ne pas qu'on se retrouve comme sur la route de Bergerville, où il y a des grosses villas sans eau. Les gens sont en train de se déplacer avec des seaux d'eau pour aller se laver. Il y a question donc de les ouvertures de voies. La question du gaz, par exemple, on en a parlé ici quand il y a eu... Mais là même, c'est un luxe. Je m'arrête aux commodités essentielles, aux commodités de base. Le tracé et l'ouverture des voies, il faut qu'on puisse se déplacer. Je veux parler de l'eau, je veux parler du courant, l'éclairage public, je veux parler aussi du bitume, je veux parler de la télécommunication. Ces fondamentaux-là, qui garantissent une vie de normalité, ça, nous allons finir ça. Maintenant, quant à la mise en valeur par les promoteurs immobiliers, par les gens qui viennent pour installer les projets structurants comme l'abattoir international. C'est là-bas que le nouveau abattoir, c'est là-bas. Le nouveau abattoir, je vous dis que la ville d'Abidjan n'a pas d'abattoir. C'est là-bas que l'abattoir va se faire. Le marché de gros, pour organiser, quand on parle de cherté de vie aujourd'hui, c'est parce que le secteur est encore dans l'informel. Chacun agit comme il veut, comme il peut. Il faut réorganiser ces secteurs. Donc le marché de gros? Le marché de gros d'Abidjan, en partenariat avec Rungis Paris, nous sommes en train de mettre en place le marché de groupe. On termine. Donc, c'est la somme de toutes ces infrastructures qui vont se réaliser sur la ville qui va constituer les 30 000 milliards de francs CFA. Moi, j'ai une petite question pour terminer, monsieur. C'est peut-être une préoccupation ou une inquiétude. Vous disiez tout à l'heure, par exemple, les droits de purge n'avaient pas été payés. Pas encore été payés. Puis là, vous avez déjà commencé les travaux. Vous ne pensez pas que ça pourrait être source de conflit pour la suite? Non, c'est la structuration du projet. Je vous explique terre à terre. Quand l'État vous concède un espace, comme de toute façon on nous a concédé, l'État vous demande de faire les travaux topographiques, urbanistiques. Les travaux, sans qu'on ne puisse,
ces travaux-là ne dénaturent pas ou n'affectent pas la qualité du terrain, la qualité de l'espace. Mais quand nous allons commencer à entrer avec les machines et les bulldozers pour faire les ouvertures de voies et les tracés et l'adduction d'eau, là, avant ça, avant ces travaux, ces gros travaux-là, nous devons payer la purge. Nous avons signé avec l'État une convention tripartite de purge. Et les communautés villageoises, et l'État et nous-mêmes, pour dire que, avant que nous ne commencions les travaux, voilà ce que nous devons payer. C'est ça qui représente 400 milliards. C'est ça qui représente Très 400 milliards, mais étalé sur une période d'environ, on ne va pas sortir les 400 milliards le même jour. Non, mais le jour que l'État nous dira, vous avez le feu vert démarré, nous, on doit être en mesure de payer au moins une trentaine de milliards. C'est un acompte et les autres paiements se font au fur et à mesure. Mais je peux vous rassurer, ces ressources sont là. Parce que ça fait 20 ans qu'on travaille à ce projet et je ne veux pas trahir un certain nombre de choses. Les investisseurs, vous savez que grâce au président Ouattara, notre pays est devenu une destination où tout le monde peut venir travailler, où tout le monde peut apporter l'argent. Les gens sont prêts à l'argent. Ahmed Boua, je rappelle que vous êtes l'auteur de cet ouvrage, L'échec de la politique d'urbanisation d'un continent candidat à l'émergence. On a été très heureux de vous recevoir ce soir sur notre plateau. On va essayer de nous expliquer votre vision pour l'urbanisation dans notre pays. Merci Alain, André, Edith. Merci à toutes les équipes techniques éditoriales qui se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne fin de programme sur Live TV. Nous, on vous donne rendez-vous lundi ici pour un autre talk parce que demain, vous avez rendez-vous avec André Boua et Alain Toussaint pour Face à la Côte d'Ivoire. Et ils ont comme invité Monsieur le ministre du Commerce, Monsieur Souleymane Diarra-Souba. Ils vont certainement parler de vie chère demain, c'est sûr. Merci beaucoup. On vous retrouve lundi et demain pour Face à la Côte d'Ivoire. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, qu'il veille sur la Côte d'Ivoire. Lundi.